Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, à Lyon pour le 7e congrès national bâtiment durable. Et avec moi, Isabelle Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence stratégique DoGreen. Qu'est-ce que c'est l'agence stratégique DoGreen ? C'est une agence qui conseille en fait les organisations, les territoires, les entreprises sur le déploiement de cette nouvelle économie et à l'envers, ce que j'appelle l'économie symbiotique. Voilà, donc c'est le sujet que nous allons aborder avec vous. Donc l'économie symbiotique. Il y a un livre, l'économie symbiotique, que vous avez écrit et dans lequel vous développez, on va dire, cette nouvelle économie. Alors, je vais vous demander de nous faire une petite définition. Nous sommes des élèves et nous vous écoutons. Merci. En fait, c'est la découverte que beaucoup des logiques économiques et productives qui se développent, qui se redéveloppent ces 50 dernières années, qui prennent de l'ampleur. Alors ça va être l'économie collaborative, l'économie circulaire dont on parle maintenant beaucoup, mais aussi la permaculture, l'agroécologie, des gros mots comme l'économie du pair à pair, open source, interopérabilité. Tous ces concepts qui montent énormément, en fait, forment une même logique, sont structurés de la même façon et que finalement cette structure, cette logique a émergé dans absolument toutes les activités, à toutes les échelles, dans des pays riches comme pauvres, chauds comme froids, urbains comme citadins. C'est quelque chose de mondial. C'est quelque chose de mondial et qui forme une économie complète en fait. Et donc, j'argumente qu'il y a une nouvelle économie qui fonctionne sur une logique radicalement innovante qui est apparue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une économie de type régénératif. C'est-à-dire qu'elle régénère ses ressources plutôt que l'économie actuelle qui est de type extractif, où elle extrait toujours de plus en plus de ressources. On extrait des ressources et puis après on les jette, on va dire, pour faire simple. C'est ça. Pourquoi le mot symbiotique ? D'où ça vient ? Alors le mot symbiotique, parce que moi je suis ingénieure agronome au départ, donc une ingénieure du vivant. Et en fait, ce que j'observe quand toutes ces logiques sont rassemblées et qui ont cette même structure de production, de fonctionnement, eh bien, elles forment un phénomène de symbiose entre l'activité humaine et la planète. Et qu'est-ce que c'est que la symbiose ? C'est un phénomène écologique qui est la complémentarité entre deux espèces vivantes très différentes qui, parce qu'elles s'associent, vont se donner des bénéfices mutuels. Et là, on est dans ce phénomène-là, c'est l'espèce humaine, parce qu'elle produit, elle va régénérer, en utilisant ces principes, les écosystèmes vivants et les liens sociaux. Donc on est dans quelque chose de complètement nouveau. Parce que vous voulez faire votre omelette, vous allez régénérer vos œufs. Voilà, je vais faire un raccourci, on va dire. On n'est plus un parasite dans la manière de traiter notre économie, mais on devient, on va dire, positif et on permet à l'ensemble de vivre en symbiose, tout simplement. C'est ça. En fait, on rejoint le bal des espèces vivantes où on participe, nous aussi, à la création de ces équilibres planétaires qui sont aujourd'hui tellement en souffrance qu'ils sont au bord de la rupture avec tout ce qu'on voit sur le changement climatique, etc. Eh bien là, comme les autres espèces, on devient des co-constructeurs des équilibres planétaires. En quoi est-ce qu'on peut parler de nouvelle économie ? C'est une nouvelle économie parce que, en fait, je n'invente rien. Je ne pars que des choses qui ont déjà émergé et je montre cette cohérence de fonctionnement et cette complémentarité. Mais ensemble, elles ont un comportement, elles forment une économie vraiment complètement nouvelle que l'économie circulaire seule n'arrive pas à obtenir, la permaculture et l'agroécologie seule n'arrivent pas à obtenir, l'économie coopérative seule n'arrive pas à obtenir. En fait, c'est des pièces de puzzle qui, ensemble, c'est un maillage. De réunir les différentes pièces. Ça. En quoi cette économie, donc cette nouvelle économie, va nous permettre de mieux gérer nos problématiques de réchauffement climatique ? Et on a compris qu'il y avait urgence. D'abord, elle va énormément faire appel au vivant. Elle va reconnaître l'intelligence du vivant. Ça va être tout l'aspect biomimétique en fait de cette économie. Et par exemple, pour épurer des eaux usées, eh bien, on va utiliser la capacité naturelle des écosystèmes vivants à épurer des eaux usées. Et l'intelligence humaine qu'on va
associé va nous en faire des jardins avec un vrai aspect paysager et esthétique, mais aussi d'efficacité démultipliée. Une zone humide seule, ce qu'on appelait le lagunage au 19e, 20e siècle, va par exemple nécessiter 12 mètres carrés environ pour épurer les eaux usées d'un seul habitant. En appliquant notre intelligence d'organisation, de conception, de pouvoir creuser tout à coup un étang là où il n'y en avait pas en fait, et rassembler ces espèces, va faire qu'on va avoir une efficacité de 0,5 à 3 mètres carrés par équivalent habitant. Donc l'ensemble, l'être vivant humain, ultra rationnel, ultra conceptuel, ultra organisationnel, et les êtres vivants qui nous accompagnent, qui sont tellement bons dans les technologies qu'ils ont développées pour rester vivants au cours de 3,5 milliards d'années d'évolution, ensemble vont faire des écosystèmes hyper productifs. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aider, d'aller plus loin que ce que peut faire la nature, là, avec l'exemple que vous pouvez nous donner, par notre intelligence, mais sans massacrer. C'est ça, et d'aller plus loin que ce que sait faire l'être humain seul aussi. Voilà, parce que ces systèmes sont plus efficients. C'est aussi aller chercher l'aide des autres animaux, par exemple, ou des plantes. Et des plantes. Et ça a un effet sur nous important. En fait, ce qui est propre aussi à cette intelligence, c'est qu'elle va produire des matériaux. Elle va utiliser l'énergie du soleil, elle va s'auto-alimenter en énergie et produire elle-même aussi ces matériaux. Puis elle va produire de la beauté, de l'espace contemplatif. Et ça a énormément d'effets sur nous. On a des chiffres qui sont assez étonnants sur l'impact des écosystèmes vivants sur nos comportements. On va laisser plus facilement les enfants aller à l'école à pied. On va aller plus facilement dans certains commerces. Parce qu'on sera plus proche, d'une certaine manière, de la nature, dans la ville ou dans le... Parce que ça nous donne des effets directs de notre tension artérielle diminue. Notre stress diminue, on devient plus productif au travail, on devient moins violent. Voilà, parce que ça a des vrais effets sur nous. On fait partie du vivant, en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas le seul aspect de l'économie symbiotique. Bien sûr. Alors, on va aborder quels sont les autres aspects. Et puis ensuite, moi, je voudrais qu'on développe un petit peu. Nous sommes au congrès du bâtiment durable. L'idée, c'est de voir comment cette économie symbiotique peut s'inscrire dans le développement d'un bâtiment responsable. Alors, c'est d'abord une économie en réseau et qui va favoriser la diversité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'un bâtiment ? Déjà, un bâtiment, il s'inscrit dans son territoire. Il s'inscrit dans son environnement proche. Donc, on va pouvoir utiliser tous les équipements végétaux dont je parlais. Donc, et puis, on peut faire un jardin, mais en même temps infiltrer les eaux ou les épurer, mais microclimatiser, paysager, nourrir. Et puis, on va penser le bâtiment lui-même comme un écosystème, c'est-à-dire avec des espaces privés, puis des espaces mutualisés, avec un réseau entre justement ces écosystèmes vivants et cet habitat humain, mais sans non plus être complètement intégré, parce qu'on reste, par exemple, si vous voulez mettre des murs végétalisés, vous allez avoir plein de bestioles. Et en général, les êtres humains n'aiment pas toutes ces bestioles-là. Certaines bestioles qui sont mal aimées. Exactement. Il faut garder sa différence aussi. Mais vous allez, grâce à une diversité d'habitants, des seniors, des étudiants, des jeunes couples, vous allez pouvoir partager des espaces de façon différente. Certains espaces de séjour vont pouvoir être utilisés par exemple par des seniors et puis le soir par des étudiants. Et ainsi, au lieu d'habiter 60 mètres carrés, vous pouvez habiter jusqu'à 1000 mètres carrés. Mais une part sera privée, votre cocon, votre bien-être chez vous, et une part mutualisée, votre confort, votre accès à des services exceptionnels, mais qui en fait du coup peuvent devenir quotidiens. Ensuite, vous allez penser ces espaces, c'est très poreux, donc entre ce qu'on partage et ce qui est à soi. On l'a déjà, des offres d'immeubles, par exemple, où vous pouvez, on vous offre en même temps le panier d'alimentation, parce que vous devenez coopérateur d'une ferme urbaine, la mobilité partagée, parce que vous devenez coopérateur ou usager
d'un service d'autopartage, voire des échanges même entre des pays différents, le même habitat. Et vous pouvez passer vos vacances, par exemple, à un autre endroit et échanger. Voilà, c'est une économie en réseau qui va se décliner à toutes les échelles, y compris au niveau de l'habitat d'un bâtiment dans son quartier, dans son lieu de vie. Ça, c'est des choses, on va dire, qui sont expérimentales pour le moment. On en voit assez peu. Moi, j'en vois passer un petit peu dans mes activités, mais on n'est pas encore à la généralisation. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour qu'on aille plus vite? Et on a compris qu'il fallait aller vite si on parle de réchauffement climatique, mais aussi pour d'autres raisons, pour des raisons sociétales, pour des raisons de bien vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer d'échelle? On a besoin des investissements, des investisseurs et des réglementations qui le permettent, ou au moins qui l'autorisent, qui ne les bloquent pas. Et aujourd'hui, la plupart des réglementations le bloquent. Donc, avoir peut-être des zones où on peut expérimenter. Et puis, pour pouvoir construire les futures réglementations. Ne pas nous bloquer très vite au niveau des normes. Tout à coup, on se dit « Oh, mais c'est la solution, etc. » Alors qu'en fait, on est dans une époque qui change très, très vite. Donc, ce qu'on trouvait la solution à un moment donné, on va voir des défauts et on va être bloqué si on oblige ce moyen-là. Faire un endroit où les gens peuvent innover vers une obligation de résultat ou un objectif de résultat, diminuant de 90% la consommation énergétique. Comment on fait? On peut faire par l'isolation, on peut faire par la structure du bâtiment, on peut faire par cette mutualisation dont je parlais. Donc, c'est, voilà, pouvoir innover. Et ensuite, qu'on y croit. Parce qu'on a de plus en plus de la croyance. C'est complètement de l'ordre de la croyance. On a de plus en plus d'expériences à certains endroits du monde qui montrent leur performance. Aujourd'hui, on est dans une alerte climatique où on ne pourra pas reporter après 2020 et dire « Ah ben non, on verra en 2025 ». Non. Il faut y croire, il faut investir dans ces endroits, mesurer, diffuser, faire ces démonstrateurs, et on a besoin des investisseurs et on a besoin de réglementations qui ne nous bloquent pas. Voilà. Et ça doit toucher tous les domaines. Notre domaine d'activité aujourd'hui, bâtiment, construction, mais ça touche l'ensemble de la société et ça touche tous les domaines. Est-ce que vous avez en tête un exemple de cercle vertueux, on va dire, qui a fonctionné, qui fonctionne déjà? Alors, on a beaucoup d'exemples. Oui, on a par exemple le quartier des Wallangsmeer aux Pays-Bas qui s'est dit on va faire de la permaculture urbaine. Et donc, ils ont, qui est de l'économie symbiotique, enfin ce que moi j'appelle l'économie symbiotique, mais qui s'étend de l'économie symbiotique. Voilà, qui est exactement une pièce de puzzle de cette grande économie, et où les habitants ont co-conçu en fait leur quartier, où ils ont aujourd'hui une ferme coopérative, où ils n'ont pas eu à installer des systèmes d'égouts. En fait, ils ont géré le ruissellement des eaux de pluie par des jardins de pluie très paysagers, qui alimentent aussi des arbres qui sont aussi décoratifs, mais qui sont aussi des pommiers, des pruniers, etc., des arbres comestibles. Ils épurent leurs eaux usées de la façon dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, ils sont tellement autonomes énergétiquement qu'ils n'ont pas encore eu besoin d'être raccordés au réseau, ce qui est quand même assez fou. Et ils étaient sur une zone de captage des eaux pluviales pour de l'eau potable. Ils ont quand même eu l'autorisation, on a fait une dérogation réglementaire justement, pour qu'ils puissent s'installer. Et l'eau aujourd'hui est de meilleure qualité qu'avant leur installation. Ils ont créé plus de biodiversité qu'il y en avait au départ, tout en ayant à peu près 1000 habitants. Voilà. Et ça fonctionne depuis longtemps. Hein. Ça fonctionne depuis 15 ans maintenant. Depuis 15 ans, hein. On n'est pas sur quelque chose de... Donc c'est possible. C'est possible. Quels sont les freins que vous sentez autour de... Quand vous parlez de cette économie symbiotique, comment ça bouge autour de vous? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut un changement de regard, parce que c'est à la fois une économie qui permet d'aller vraiment vers le zéro extraction, mais qui fait de la croissance économique. Donc ça, c'est possible. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut un petit moment c'est ça. C'est une économie où, en fait,
le beau est efficace, le doux est puissant. La symbiose, c'est le phénomène le plus puissant du vivant, mais aussi le plus doux. Donc on n'est pas du tout ah bon, non, mais d'habitude c'est quand même avec des grosses machines et puis c'est on attend des gros acteurs, alors qu'en fait c'est plutôt une mise en résonance et une mise en système d'acteurs qui ont toutes les tailles. C'est pas non plus que des petits ou que des gros, c'est les deux à la fois. Et donc en fait ça demande un vrai changement de regard. Et aujourd'hui c'est se former à cette nouvelle logique peut-être, à laquelle la jeune génération par contre est très très perméable. Et puis se dire que nos différences sont nos complémentarités. Ça, c'est très difficile. On a tendance toujours à vouloir dire c'est cette solution-là ou cette solution-là. Voilà, mais il n'y a pas d'alternative. En fait, c'est les deux. Et c'est les deux. On arrive à faire. Ça vient plutôt des petits, entre guillemets, ou est-ce que de gros industriels, à votre connaissance, s'intéressent à ce type d'économie? Alors, il y a certaines innovations qui viennent de gros, mais c'est très rare parce qu'on sait très bien que les gros ne sont pas bons pour innover et que lorsqu'ils achètent l'innovation, ils ont tendance à la tuer en voulant la contrôler, justement. Donc, en fait, ça vient souvent des petits, mais les petits tout seuls s'épuisent parce que c'est une économie qui a besoin de... C'est une économie de l'information et de l'intelligence, donc de l'organisation. Et c'est souvent difficile... L'intelligence, l'organisation, on se dit mais non, mais ça vaut rien, on va investir dans de la technologie. Alors que non, aujourd'hui, il faut investir dans cette organisation. Et c'est ça qui est difficile. C'est une nouvelle organisation qui va se servir de la technologie qui existe et qui va la faire évoluer et innover. C'est ça, c'est ça. Une dernière question, ou plutôt une forme de conclusion. Si vous aviez un message à délivrer aux congressistes ici, quel serait-il ? Mais je crois, ça a été dit aussi par plusieurs acteurs, les solutions, on les a toutes. Et il faut y croire. Il faut aussi arrêter, je pense, de parler de l'écologie d'une façon négative et des défis à relever de façon sur la contrainte. Parce que ces modes de contrainte où on diminue les impacts, souvent on est à 20-30% de diminution d'impact. Et en fait, c'est rien à côté des enjeux. Ce ne sera pas suffisant. Voilà, ce n'est pas du tout suffisant. Alors que ces dynamiques nouvelles, positives, qui sont plutôt vers l'efficience, qui demandent plein de choses, notamment sur la gouvernance ensemble, etc. C'est pas facile, mais quand ça marche, elles sont sur des facteurs 10, 15 parfois d'efficience. Et là, on répond vraiment aux enjeux. Et en plus, elles apportent du confort, elles apportent du bien-être, elles sont très désirables. Ce sera le mot de la fin. L'économie symbiotique est désirable. Je vous remercie. Et donc, je vous invite à lire cet ouvrage écrit par vous, Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est une émission donc à retrouver sur notre chaîne Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous d'être venu jusque-là. C'est moi. Merci.